Maître Andry. Le juge président, Maître Andry, toutes mes excuses, j'ai oublié de vous laisser la parole pour les 2 dernières minutes ce matin. Aussi, je vous donne la parole maintenant pour les 2 premières minutes de la session cet après-midi. Donc vous aviez demandé, n'est-ce pas, la parole? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais juste demander Yes, please. D'accord. Je voudrais juste revenir sur un point qui avait été donc abordé hier par ma consoeur, Maître Josette Kadji, à savoir l'appellation du témoin par son nom. Monsieur le Président, nous n'avons pas de problème qu'on appelle un témoin par son nom. Le procureur va finir, nous aussi nous allons avoir notre tour de parole, on pourra en faire autant. Mais nous voulons revenir justement pour qu'on ait une précision. Est-ce que, à compter de ce jour, les autres témoins à venir pourront aussi bénéficier, entre griffes, de ce privilège d'être appelés par leur nom, s'ils le veulent? Nous voulons juste une clarification pour les choses à venir. C'est pour ça que j'avais juste demandé 2 minutes. Je n'irai pas plus loin, je pense que nous sommes compris. You have been clear enough. Le juge président, vous avez été clair, en effet, mais si vous y repensez, il y a déjà eu d'autres témoins qu'on a interpellés par leur nom. Je pense ici par exemple aux témoins britanniques, le caméraman, certains journalistes, certains témoins experts qui chaque fois ont été appelés par leur nom. Donc ce n'est pas quelque chose qui soit tout à fait neuf ici. En effet, si le témoin ne doit pas bénéficier de protection dans la salle d'audience, cela ne pose pas de problème. Et c'est vrai que c'est peut-être mon erreur, mais souvent je les interpelle en disant monsieur le témoin ou madame le témoin parce que je ne me souviens pas de leur nom, je crains de ne pas bien le prononcer, mais s'il n'y a pas de mesure de protection dans le prétoire qui s'applique, nous sommes libres de l'appeler par leur nom. Très bien, je crois qu'on peut faire rentrer le témoin, monsieur Mangou. Good afternoon, Mr. Mangou. Président. Bonjour, bon après-midi, monsieur Mangou. Nous venons d'avoir une toute petite discussion qui n'a rien à voir avec votre témoignage. Mais d'emblée, je redonne la parole au bureau du procureur, en la personne de monsieur MacDonald. Thank you, Your Honor. Monsieur MacDonald. Merci, monsieur le président. Monsieur Mangou, nous allons continuer. On s'est laissé avant la pause déjeuner au 24 février, lors d'une rencontre entre les généraux et le président, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Que se passe-t-il? Comment se termine la rencontre, le meeting? Donc, à l'issue de cette rencontre, le président nous confie une nouvelle mission
c'est de libérer l'axe. C'est de libérer l'axe Maka à Bangourou. Parce que, avait-il dit, c'est un axe stratégique. Il faut permettre la circulation des personnes du sud vers l'est, vice-versa, et la circulation des produits également du sud vers l'est. Donc, quand nous avons reçu cette mission, c'est là que je suis allé voir le ministre Alain Dougrou pour lui demander, pour lui proposer que Kabobo soit déclarée zone de guerre pour éviter les premières difficultés que nous avons connues. Je voudrais insister là-dessus parce que beaucoup n'ont pas compris, beaucoup ont pensé qu'il fallait tout détruire dans Bobo. Non, là n'était pas notre intention. Moi-même, j'ai été commandant du théâtre des opérations, j'étais sur le terrain. Nous avions des moyens plus puissants, des BM-21 qu'on pouvait positionner et balancer des obus jusqu'à 26 km. J'ai fait bâcher ces moyens parce que c'était extrêmement dangereux. On avait 2 BM-21. J'ai fait mettre un BM-21 à Daloa, un autre BM-21 à Daoukro, avec interdiction à qui que ce soit de les utiliser. Donc, on les a bâchés. Un BM-80 dans le jargon. Non, BM-21, c'est ce qu'on appelle les orgues de Staline. Les orgues de Staline. Donc, bâchés. Bon, c'est dire que pendant la crise post-électorale, Bakayoko et moi, nous avons su nous battre. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais nous avons préservé les infrastructures de notre pays. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, si l'occasion vous est donnée d'aller en Côte d'Ivoire et qu'on vous dit que la Côte d'Ivoire a connu 10 années de crise, vous n'allez pas croire parce qu'il n'y a pas de stigmate de guerre. Et ce n'est pas à Abobo que je vais détruire Abobo. Abobo compte beaucoup pour moi. C'est là que, étudiant, j'y ai habité. La première cité, j'ai fait partie des premiers étudiants. Il n'y a pas de stigmate de guerre au niveau des édifices, vous voulez dire? Au niveau des édifices. D'accord. Au niveau des édifices. Donc, Abobo me coûte cher parce que j'ai fait partie des premiers étudiants à avoir logé à la cité universitaire d'Abobo. Il n'était pas question pour nous d'aller détruire Abobo, mais il était question de, comme je l'ai souligné hier, aménager 1 ou 2 quartiers, les sécuriser et permettre à la population qui était otage du commando invisible, leur donner 24 heures à 72 heures pour permettre à cette population de venir dans la zone sécurisée afin que nous puissions, nous, avoir une certaine lisibilité, voir qui est réellement notre ennemi afin de traiter cet élément ennemi. Sinon, avec la population en place, il nous était impossible de réagir. Excuse me. Quel quartier? Could we see? Le juge président, pourrait-on nous montrer sur la carte cette route de Maka à Bengourou? On pourrait peut-être demander que cela nous soit montré. Nous avons des cartes, n'est-ce pas? Monsieur MacDonald. Oui, je peux utiliser une carte que le témoin avait jointe à sa déposition en annexe. C'est la seule carte que j'ai ici. Je n'ai pas pensé à amener une carte, je dois être honnête. Donc, si vous me le permettez, donnez-moi quelques secondes et j'y reviendrai. On y reviendra avec une carte. Et peut-être pourra-t-on aussi la marquer, finalement, comme nous l'avions fait avec le témoin 156. Monsieur Mangou, quels sont
quels sont les quartiers ou les sous-quartiers d'Abobo que vous aviez en tête à ce moment-là? Alors, en ce moment, on avait en tête tout le quartier après le rond-point d'Abobo, vers l'arrière, au sud du rond-point d'Abobo, ou bien un peu plus à l'est, hein, un peu plus à l'est, en allant vers Aboboté, on pouvait aménager ce quartier. Et c'est faisable parce que Abobo fait 1 500 000 habitants. Il y a une grande partie qui était déjà sortie d'Abobo. La superficie d'Abobo, c'est de 10 000 hectares. En gros, 100 km². Et la densité par hectare, c'est de 167 habitants par hectare. Donc, c'était faisable. Et cette opération, je n'invente rien du tout. C'est la même opération qui a eu lieu à Home et c'est la même opération qui s'est faite lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire en 2000 où l'armée française nous a demandé d'attendre 48 heures et elle a eu le temps de faire sortir les Français et bon, on a commencé notre guerre. Ils nous ont dit allez-y, entretuez-vous après avoir soustrait leur population. Donc c'était possible. Sinon, on ne peut pas avoir une population en place et tirer. Donc, Je vais vous interrompre et que mes collègues de la Défense se rassurent. On va continuer, on va revenir. C'est pour discuter de la carte. La carte est d'ailleurs sur notre liste des éléments en charge, au l'onglet 550, et c'est le 0092-0410. CIV OTP 0092-0410. Alors, si on pouvait appeler cette carte, et je vais vous demander de marquer le rond-point d'Abobo, le carrefour Maka-Ndotré, les ronds-points pertinents et la zone à laquelle vous venez de faire référence. Will it be displayed through the prosecution bench or the registry? La greffière d'audience, est-ce que vous voulez que cela soit affiché au départ de notre banc ou de celui du procureur, puisque c'est dorénavant possible que le procureur affiche les cartes, surtout lorsque celles-ci doivent être annotées. Monsieur MacDonald, est-ce que vous pourriez le faire, ainsi le témoin pourra également dessiner sur la carte. Mais un instant. Monsieur MacDonald. Donc si c'est possible que le greffe s'en charge, merci. I'm going to try to guide. Okay. Now, this size... Monsieur MacDonald, je vais essayer de guider. Le centrage est très bon. Par contre, il faudra agrandir et peut-être descendre par rapport au vert. Là, arrêtez-vous, parfait. Et agrandir encore un peu. OK. Approximativement, où se trouve la maca? Alors, vous voyez où se trouve Ando quoi? On va vous demander de marquer
vous avez un outil, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Can the court usher please help? Est-ce que le huissier d'audience peut assister le témoin? Je vous prie, merci. Tout simplement, peut-être faire un point et écrire aux côtés MACA, MACA. Donc vous avez là Andoka, on a cette route. Ah, quand je touche, ça écrit. Avec le stylo. On peut faire un essai qui ne comptera pas. On va pouvoir faire un zoom out et on va pouvoir voir l'axe au complet. Mais, Monsieur Mangou, au sud-ouest donc de la forêt, vous avez fait un point rouge. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Votre micro, monsieur le témoin. C'est Maka, vous avez Andokwa qui est là, Maka, et vous avez la piste qui mène sur l'axe principal, Carrefour qui va jusqu'à Indotré, et ça continue jusqu'à Bangoro. Alors, on a fait une capture d'écran, le point rouge au sud-ouest étant la Maca. Maintenant, on va faire un zoom out où on va voir la ville un peu plus on va voir le nord. Donc, on voit une route qui longe à l'ouest de la forêt du Banco. C'est bien ça. Vers le nord. C'est bien ça. D'accord. Vous avez fait une flèche, d'ailleurs, en haut à gauche, à un certain moment. Direction à Bangoro. D'accord. Alors, Madame Greffier, si c'était possible de faire un zoom out. Et si c'était possible maintenant de monter l'image vers le nord, la carte vers le nord. Oui, encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Très bien, on va arrêter ici pour l'instant. Et on va faire un zoom in. D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on aille encore plus un zoom in ou est-ce que c'est suffisant pour les besoins de la discussion? Votre micro, s'il vous plaît. Discussion. C'est suffisant. D'accord. Alors, je vais vous demander de marquer Alors, pourriez-vous me montrer dans un premier temps le rond-point à Bobo? Faire un cercle au rond-point à Bobo. Oui, on dit ça. Donc vous avez là. D'accord. Vous avez encerclé un mot. Ça va? Est-ce qu'il y a possibilité d'autres couleurs? Oui, très bien. Alors, le rouge, c'est à Bobo, le rond-point à Bobo. Alors le bleu, je montre.
Là, le premier point, c'est PK18. Non, un d'autre, pardon. Comment je fasse? Donc, un d'autre. PK18. Pourrez-vous mettre un petit point au rond-point comme tel sur l'axe Maka-Bengourou, à ce qui est le rond-point d'Endautré, s'il vous plaît? Donc, à Bangourou, j'ai fait une flèche. Le rond-point Endautré, pourriez-vous faire un point pour le rond-point lui-même? Là, vous avez écrit Endautré, mais où se trouve le rond-point? Oui, c'est fait. Et je crois que... C'est ce que vous demandez? Parfait. Et il y a une autre couleur, je crois, le vert, pour le rond-point PK18, s'il vous plaît. Donc, c'est facile. Okay. Le vert pour PK18. Là, c'est fait. Le rond-point d'Abobo est marqué. Un d'autre est marqué. PK18 est marqué. Je vais avec une autre couleur. Choisis le quartier à sécuriser. En le hachurant peut-être, ou en faisant des barres obliques sur Oui. la région, la délimitée, s'il vous plaît. Merci. Oui. Je cherche l'université. Là, à partir d'ici déjà, on peut descendre. Donc voilà, je présente. Monsieur le Président, donc plus à l'ouest, quand on est face à la carte, c'est-à-dire à gauche, quand on descend plus bas, on a Maka, Indautré, et cette même route mène jusqu'à Abangourou. Plus à l'est, on a donc le rond-point d'Abobo, le PK18. Cette route mène jusqu'à Agnama, et à hauteur d'Agnama, a la possibilité de rattraper la route Indautré à Bangourou pour mener également vers Abangourou. Donc, à partir du rond-point, on peut sécuriser un quartier en arrière, et surtout qu'on a l'université d'Abobo, où déjà stationnent nos éléments, ils mettent une grande partie de la population à l'université d'Abobo. Là-bas, à l'université d'Abobo, on a les infrastructures, les étudiants, donc on pouvait y mettre la population, et on menait l'opération sur 48 à 72 heures, 72 à 48 heures, voilà ce qu'on avait demandé. Donc, la zone où vous avez mis donc, en noir des barres obliques, c'était la zone où les civils pouvaient entrer? C'est plus bas, hein? Plus bas encore, ça va Oui, plus bas, voilà, ça descend plus bas. Hein? Donc, j'ai assuré, voilà. Tout ce qui était au nord, pour vous, était la zone que vous vouliez délimiter zone de guerre? Délimiter parce que l'ennemi s'y trouve. Et il y a la population avec l'ennemi. Maintenant, je veux juste qu'on fasse un zoom-in parce que vous avez encerclé le rond-point à Bobo-Gare. Et c'est bien le rond-point que vous vouliez encercler comme étant le rond-point d'Abobo? C'est fait. C'est celui-là. À Bobo-Gare ou rond-point à Bobo, c'est la même chose? C'est bien ça. D'accord. Très bien.
continuer. Bien, donc c'était pour expliquer. Donc je suis allé voir le ministre de la Défense pour lui faire la proposition. Et quand il en a fait le compte rendu au président Laurent Gbagbo, il a refusé parce qu'il a dit que dans ses discours, il parlait de la fin de la guerre en Côte d'Ivoire et qu'évoquer le nom zone de guerre ferait croire aux gens qu'on n'est pas à la fin de la guerre. Alors je suis arrivé au centre opérationnel et avant de reprendre la deuxième phase de l'opération, j'ai donc, puisqu'on fait toujours un briefing avant le début de l'opération, j'ai dit que nous allons remplir la mission que le président nous a donnée, c'est-à-dire libérer l'axe Maka-Ndotré. Mais c'est sûr qu'on va retomber dans les mêmes erreurs parce que j'avais proposé au ministre que Abobo soit déclaré zone de guerre, mais il a refusé. Et c'est de là que c'est parti, Abobo zone de guerre. Donc, comme on était infiltrés, les gens ont fait passer les renseignements et même le commando invisible a été informé. Donc, nous avons repris notre opération, ce qui a fait dire au général Guébi ici, on va, on vient, on va, on vient, qu'on menait la contre-offensive. Non, non. Il s'est trompé, ce n'était pas la contre-offensive. La contre-offensive, c'est une offensive qui répond à l'offensive de l'ennemi. Or, l'ennemi n'était pas en mouvement offensif. L'ennemi était en place. Donc, c'est plutôt nous qui allons vers lui. Donc, la deuxième phase de l'opération, on a pris donc toutes les mesures qu'il faut et les missions qui ont été données, ça a été les mêmes missions. Reconnaître l'axe Maka-Ndotré, axe rond-point d'Abobo, PK18, prendre contact avec l'ennemi. Donc, nos éléments ont commencé. Il faut dire que la deuxième phase de l'opération, ils ont beaucoup fait attention, par mesure de prudence, mais ils sont allés jusqu'à Ndotré et au PK18. Ils y sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, l'ennemi a replié. Très sincèrement, l'ennemi a replié. Donc déjà, on était à Ndotré, on était au PK18. Mais là, on est arrivé très tard la nuit. On est arrivé très tard la nuit. Et pour pouvoir repartir, il nous fallait des effectifs. Parce que quand une unité conquiert un espace, elle reprend sa progression, on y met un autre effectif pour faire des patrouilles, pour éviter que l'ennemi, en arrière de notre dispositif, ne nous crée des surprises. On était confronté à un problème de personnel. On était confronté à un problème de munitions. Alors, le problème de munitions, j'en parle chaque fois, mais il faut maintenant qu'on vous dise pourquoi est-ce qu'on était confronté à un problème de munitions. Quand nous étions sur la ligne de front, nous sommes partis pratiquement les mains vides. Et on avait une AMR 90 et quelques armes. Le président Gbagbo même a eu recours un peu aux forces françaises qui nous ont donné des obus qui ne percutaient pas. De très vieux obus qui ne percutaient pas. Donc on a pu mettre un engin canon à Tiebissou. Cet engin prenait en affilade la route Tiebissou-Boaké avec point central d'observation, le passage obligé de Tiebissou, où il y a le pont avec l'eau de chaque part. Et on était dans cette position jusqu'en 2003, date d'arrivée des armes. On a pu avoir des munitions, on a pu avoir des armes, on a même eu des chars, je dis bien des chars de bataille russes, gros comme ce n'est pas permis. On a même eu des avions MiG qui, au décollage, déjà atteignaient la limite des pays limitrophes.
malheureusement à l'atterrissage, qui déployaient leur parachute que nos hommes ne savaient pas plier. Et ce qui est touchant, c'est que ce matériel qu'on a eu a été acheté par des civils qui ont cru bon de prendre une arme sans sa munition, une munition sans son arme. Les chars étaient à Abidjan, c'était des chars à chenilles. On ne pouvait pas les déplacer d'Abidjan jusqu'à sur la ligne de front. Ces chars ne pouvaient pas se déplacer par leurs propres moyens parce qu'ils risquaient de détruire tout le bitume. Il leur fallait des porteurs de chars que nous-mêmes, on n'en avait pas et qui, souvent, dans le civil aussi, on n'en avait pas. C'était très difficile. Les unités elles-mêmes, elles étaient désorganisées parce que tout juste après l'attaque, la Côte d'Ivoire venait de connaître plusieurs mutineries, un coup d'État, les armes, les munitions étaient partis, le personnel désorganisé. Les moyens de transmission, on n'en avait pas. Même si on en avait, comment voulez-vous qu'un soldat qui s'est entraîné, qui ne s'est même pas entraîné, puisse lire des chiffres, des lectures, des lettres russes? Donc on n'en avait pas. Pour faire des bombardements, on appelait les pilotes, on faisait le briefing avec eux, on leur donnait les coordonnées de la cible, on demandait aux pilotes du Mi-24 de passer sur la position de nos hommes pour que les hommes sachent qu'ils s'en vont accomplir une mission et au retour de repasser sur leur position pour faire des battements d'ailes pour leur dire que la mission est terminée. Donc vraiment... Monsieur Mangou. Oui. Revenons À la mission. à la mission, l'offensive en question, car là, vous êtes à l'aviation, comment elle se déplaçait et comment elle pouvait identifier des cibles, alors que on sait tous que l'aviation n'était pas impliquée à cette date. Donc, Non, vous avez c'est de raison. là le fait que je vous interrompe, Oui, merci. Monsieur le Président. Et je vois que mon collègue est debout pour justement, parce que je viens d'interrompre le témoin. I see it as well. Maître Boudion. Oui. Monsieur le Président, comme je vous l'avais fait remarquer hier et aujourd'hui par ailleurs, le témoin est en train de parler des problèmes de transmission. En train de parler des problèmes de transmission, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'accusation sait bien que c'est un des points focaux de cette procédure-là. Et chaque fois qu'on arrive à ce point, le témoin est coupé, il est interrompu. Ça fait deux ou trois fois qu'on a la même réaction de l'accusation. Je trouve que ce n'est pas juste. Si le témoin a un problème à évoquer, qu'on le laisse finir. Ça fait 2 fois qu'il est interrompu sur le même fait. Je pense que ce n'est pas juste. Il faudrait qu'on laisse les témoins aller au bout des problèmes de transmission qu'ils ont connus. And this is the Le juge président, c'est la 3e fois que vous répétez le même argument. Et pour la 3e fois, je vous redis, le témoin dispose de suffisamment de temps, il a la capacité et la volonté nécessaire pour dire ce qu'il a à dire. Je crois que monsieur le procureur, s'il souhaite interrompre le témoin pour poser une question qui se rapporte au récit du témoin, il peut le faire. Troisièmement, vous aurez amplement le temps d'interroger le témoin. S'il y a des éléments d'information qui vous manquent, à ce moment-là, vous aurez l'occasion d'interroger le témoin là-dessus. Monsieur le procureur, vous poursuivez maintenant. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Sans
Restons toujours à la période de la deuxième offensive. Donc, on est la nuit. On est au rond-point, aux deux positions. C'est là où on en était. Que se passe-t-il? Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, l'unité des Verts, comme je l'ai dit, reprend la progression. Mais compte tenu d'un certain nombre de facteurs, les hommes ne pouvaient pas. C'est pourquoi je veux expliquer, parce qu'il y a le problème de munitions et le problème d'armes. Donc, j'expliquais que les premières munitions, nous les avons reçues en 2013. En 2013, ces munitions ont servi pour les combats sur le terrain. Mais 2003, pardon. Mais il se trouve que de 2003 à 2010, nous avons subi plusieurs attaques. Nous avons subi l'attaque d'Anyama. Nous avons subi l'attaque de Noé. Nous avons subi l'attaque du camp d'Akwedo. Nous avons subi l'attaque au niveau d'Abangourou, au niveau d'Aboville. Et il y a eu une journée entière, dans le mois d'octobre, je crois, où policiers et gendarmes de Yopougon-Trois-Rouges ont passé une journée entière pour un problème entre eux dans un bar à se tirer dessus. Dans l'armée, quand vous faites des dépenses de munitions, il faut les remplacer. Et là, on ne pouvait pas avoir de munitions parce que nous étions sous embargo. Donc, il ne restait plus de munitions. Il y avait ce problème. Le deuxième, parce que là même, il ne restait plus de munitions. C'est pour cela, lorsqu'on devait faire la sécurisation du processus, l'accord demandait 8 000. Moi, j'ai dit au président Gbagbo, mais monsieur le président, on nous demande de fournir 4 000, Bakayoko 4 000 et moi 4 000. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas de munitions. Et la réponse ce jour-là du président Gbagbo était, allez-y, prenez des bâtons, c'est des opérations de maintien de l'ordre. Or, quand moi j'ai 4 000, il y a au moins 1 500 qui sont en armes et le reste n'a pas d'armes. Je vous rappelle aussi que pour ce problème de munitions, on nous a dit, mais ce n'est pas des Kalash qu'il vous faut, c'est des PA. On a envoyé un officier aux États-Unis pour acheter des PA. Il a été bloqué par les Américains qui l'ont pris pour un marchand d'armes. Il est resté là-bas. Donc tous ces problèmes ont fait qu'on n'a pas reçu de munitions et ça a vraiment pesé sur nous. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est le problème d'effectifs. Le problème d'effectifs. Je disais que pour une mission comme ça, quand vous avez conquis les 2 points, vous reprenez la progression et les autres font la sécurisation. On n'avait pas cet effectif pour faire la sécurisation. Le troisième problème, concernant toujours les hommes, il y avait une démotivation au niveau des hommes qui savaient déjà les résultats du vote et qui ne voulaient pas se battre. Ils ne voulaient pas se battre. Il y a d'autres qui ont été déçus par les propos du président quand, en 2007, une folle rumeur a couru les camps pour dire que le président allait donner à chaque soldat qui allait sur la ligne de front la somme de 6 millions. Le président a convoqué les soldats au palais présidentiel en présence de leur chef et a permis aux soldats de s'exprimer et de dire tout ce qu'ils voulaient de leur chef. Quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit que je n'étais pas un mercenaire, que moi je me suis battu pour la République et qu'en contrepartie, si l'État devait faire quelque chose pour nous, c'est plutôt des décorations, mais jamais tendre la main pour prendre, quoique se tendre la main pour prendre de l'argent. Mes soldats m'ont hué à la présidente de la République. Le même soir, quand je suis sorti, j'ai appelé le président, j'ai demandé à le rencontrer et il m'a reçu. Je lui ai dit, monsieur le président, je suis venu pour vous rendre ma démission. Il m'a dit non, ce n'est pas le moment. Donc, ces hommes-là ont été un peu découragés par les propos tenus par le président qui, ce jour-là, a dit « Vous n'avez pas gagné la guerre, je n'ai rien à vous donner. » Parce que là, ça a démotivé entièrement la troupe. Alors, compte tenu de ces problèmes
et compte tenu des difficultés que nous avions, problème d'armes, problème de munitions, démotivation de la troupe, j'ai donc instruit le général Deto afin que les éléments quittent leur position pour rejoindre le camp commando. Donc, ceux qui étaient à Indautré sont redescendus à la Maka. Ceux qui étaient au kilomètre 18, au lieu de venir au rond-point d'Abobo, ont rejoint le camp commando. Donc, depuis la phase de la deuxième offensive, les éléments sont restés sur place jusqu'à mars 2020. Donc, c'est du camp commando où ils étaient que chaque jour, ils subissaient des attaques, ils ripostaient. Et ça parce qu'on n'a pas voulu laisser la population, faire croire à la population qu'on l'abandonnait. Donc, on a dû maintenir les éléments en espérant qu'on nous fournisse des armes, des munitions, mais ce n'est pas venu. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour demander pardon à la population d'Abobo pour qui on n'a pas pu faire grand-chose, mais surtout demander pardon à ceux d'Anonkwa. Parce qu'une nuit, on a été informé, mais malheureusement, on n'avait pas de munitions pour voler au secours de cette population. Donc vraiment, je voudrais leur demander pardon et dire que si on n'a pas pu le faire, c'était indépendant de notre volonté parce qu'on était à court de munitions. Et ça, on ne pouvait pas l'annoncer aux gens. Il y a eu 2 groupes de personnes qui sont passées me voir à l'état-major. Il y a eu... Monsieur Mangou. C'est surtout les munitions, oui. Monsieur Mangou. Oui. Je m'excuse de vous interrompre, mais il faut clarifier certains points à un certain moment avant de trop s'éloigner. Donc, suite à cette deuxième opération sur les 2 mêmes axes, à quelle date a-t-elle eu lieu cette opération? Le 24, vous avez mentionné que vous êtes convoqué. Le 25, le lendemain. Donc, la journée suivante. La journée suivante, on est reparti. Et c'est quand s'est fait le retrait ou le cantonnement de toutes les troupes au camp commando? Est-ce que c'est le 25 au soir ou est-ce que c'est à ce moment-là le 26? On a commencé le retrait le 20. Le 20 jusqu'au 26, on est parti. On n'est pas parti d'un trait. On est parti élément par élément. Non, écoutez ma question. Cette seconde offensive, en date du 25, oui. Vous montez sur Indautré oui. et sur PK-18. Oui. Les troupes de PK-18, vous venez de mentionner, ne sont pas restées. Non. Ils sont retournés au camp commando. C'est bien ça. C'est à quelle date que ça se fait? C'est le même soir. Le même soir, donc le 25. C'est bien ça. D'accord. Et à partir de cette date-là, elle reste au camp commando. Elle reste au camp commando. Qui était sur le terrain, menait les troupes sur l'axe Maka-Indautré et qui menait les troupes du rond-point à Bobo sur PK-18, sur le terrain? Alors, à ce niveau, je ne pourrais pas vous donner de nom. Je sais que plusieurs chefs se sont succédés, mais côté Maka, j'avais quand même, c'est quand même Toili, côté Maka. Côté rond-point, je n'ai pas le nom du chef. Peut-être que le général Doto pourra s'en souvenir, mais je n'ai pas le nom du chef. Si je vous dis Doumbia. Non, ce n'est pas Doumbia. Doumbia a dû commander un peu à partir du camp commando quand ils étaient au camp commando, mais ce n'était pas lui. Il est passé aussi.
Sinon, pour ceux qui étaient au camp commando, il y a eu Doumbia, il y a eu Nyawa Dablé, il y a eu Nyamke, mais ils sont nombreux à être passés parce qu'ils se relayaient. Donc, on vient de parler de deux choses différentes pour que la Chambre suive bien. On parle des commandants qui mènent les opérations sur le terrain le 25 sur les deux axes. Et puis les commandants qui seront responsables des troupes au camp commando à partir du 25. C'est bien ça. D'accord. Monsieur Mangou, je vais juste revenir sur une question de précision. Vous avez dit, je vous ai posé la question d'entrée de jeu ce matin, savoir la date à laquelle vous aviez eu cette rencontre et discussion avec le ministre pour la question de déclarer à Bobo zone de guerre. Et j'ai pas malheureusement les lignes, c'est-à-dire j'ai les lignes, mais j'ai pas la page, j'ai le timestamp. Mais je vais lire. Donc, à 9h34, 21, la question, on peut retrouver la page. Ce matin. Page 2, ligne 4 à 18. Donc, je vais dire votre réponse. Alors, la rencontre avec le ministre Alain Dogou a eu lieu le 23 février, donc à la veille de la deuxième offensive. Donc, je voudrais juste clarifier pour que ça soit qu'on soit certain, il peut y avoir, que vous clarifiez, est-ce avant ou après votre rencontre avec le président et les généraux où il y a la carte? C'est après la rencontre avec le président à la présidence de la République. Voilà. Donc, si vous avez marqué, on a marqué 23, ça doit être une erreur de date. Voilà. Donc, la même journée que votre rencontre avec le président et les généraux. Voilà. Le 24. Je veux également revenir sur cette rencontre que vous avez avec le président et les généraux. A-t-il été question, en présence du président et des généraux et des deux ministres auxquels vous avez fait référence, a-t-il été question de déclarer à Bobo zone de guerre à ce moment-là? Non. Non, il n'a pas été question. On n'en a même pas parlé. La raison pour laquelle je vous pose cette question, vous avez suivi les débats, vous avez donc entendu le témoignage de M. Cassaraté et Bipoint sur cette question. Non, on n'en a pas parlé et je l'ai relevé ici. Je l'ai relevé parce que le général Guébi Point disait que ça faisait partie de la planification et il a même dit que c'était une idée du président. Donc on en a discuté au centre opérationnel, mais le SEMA n'a pas voulu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hier, j'ai dit l'idée de déclarer à Bobo zone de guerre était une proposition faite par moi. Ça n'a même pas fait l'objet d'une planification. Ce n'était même pas à la réunion avec le président. C'est quand j'ai reçu la mission de libérer l'axe Indotré à Bobo, avant donc de redémarrer la manœuvre, je me suis dit, à la première opération, on a connu beaucoup de difficultés.
Donc, il faut éviter ces difficultés. Et c'est là que je suis allé voir, c'est moi qui suis allé voir le ministre pour lui faire la proposition. Sinon, ça n'a pas été fait, ça n'a pas fait l'objet de planification ni de discussion en centre opérationnel. Maintenant, Kassaraté, je ne sais pas, il vous a toujours dit qu'il dormait. Il était chez lui à la maison, je ne sais pas comment il peut parler de zone de guerre. Est-ce que, suite à cette... Est-ce qu'au sein des généraux, au sein des FDS, que ce soit vos collègues de la gendarmerie, que ce soit votre collègue de la DGPN, que ce soit vos autres collègues au sein des forces de FANCI, en avez-vous discuté entre vous Non, on de n'en cette a question? Non, on n'en a pas discuté. C'est lorsque le ministre m'a donné la réponse du président de la République, c'est moi qui suis arrivé au centre opérationnel. J'ai dit, bon, nous allons entreprendre la deuxième phase de l'opération, suite à la mission donnée par le président de la République. J'avais voulu qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs qu'à la première offensive, donc j'ai proposé au ministre de voir le président pour que Abobo soit déclaré zone de guerre, mais le président a refusé. Donc, nous allons prendre l'opération. Et c'est là que ça a fuité, parce qu'on était quand même infiltrés. Hein. Donc, les gens ont pris cette information, ils l'ont divulguée un peu partout. Voilà. Sinon, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion ni d'une planification. Parce que je sais que Gébi vous a dit, on a discuté de ça. Ce n'est pas vrai, on n'a pas discuté de ça. Donc, juste pour bien comprendre votre témoignage toujours, il y a le président, il y a le ministre de la Défense et vous-même. Les trois seules personnes qui ont été témoins de cette demande. Non, le président n'était pas là. On a fini notre réunion. Nous sommes sortis de la présidence. Et moi, j'ai suivi le ministre, je suis allé lui faire la proposition, puisque le lendemain, on devait commencer la mission. Voilà, donc ce n'était pas en présence du président, c'est le ministre et moi qui en avons parlé comme ça. C'est moi qui lui ai fait la proposition. Et en votre présence, il a téléphoné le président. Il a appelé après, il m'a informé que le président a dit non. Voilà. Très bien. J'aimerais maintenant discuter du cadre juridique dans lequel vous vous trouvez. Can we, before you... Yes. Le président, avant que vous ne fassiez cela, Monsieur Mangou, j'aimerais que vous fassiez un commentaire au sujet d'un document qui fait partie du dossier de cette affaire. Je vais demander à Mme la caissière de mettre à disposition le document CIVOTP 00450359. Monsieur McDonald, j'y arriverai, Monsieur le Président, j'y arriverai. Le Président, oui, zone de guerre, il s'agit de la zone de guerre. Vous vous apprêtez à aborder un autre sujet. Monsieur McDonald, non, je vais y arriver plus tard, je peux vous l'assurer. Le Président, oui, j'aimerais, Monsieur McDonald, interrompant, bien. Can you see this document? Le juge président, Monsieur Mangou, est-ce que vous voyez ce document à l'écran? Pas bien, mais Monsieur le Président, si on peut faire remonter pour que je prenne connaissance. We Merci. have a copy paper. Monsieur McDonald, nous disposons d'une copie papier, si cela est plus facile à consulter. Le président, oui, effectivement, on pourrait la remettre au témoin. Monsieur McDonald, avec votre permission, je dispose d'une copie. Also maybe take out... Le juge président. Il convient aussi de supprimer. Le président n'a pas terminé sa phrase. Bien. Monsieur McDonald,
490359, c'est cela? Oui, j'ai une copie, le président. Très bien. Est-ce que vous pouvez remettre cette copie papier au témoin? Madame l'huissière. Yes, please. Oui. Je vous demande de consulter ce document et me dire si vous l'avez déjà vu et si oui, de faire des commentaires que vous estimez pertinents. Merci, Monsieur le Président. Je viens maintenant de voir le document. Ce n'est pas un document sérieux. Ce n'est pas un document sérieux de par sa forme. C'est mis BQI, c'est bulletin quotidien d'information. Et d'un chef de police, c'est surprenant. Il veut plaire à son chef, montrer qu'il est informé. Les informations qu'il donne sont erronées. Déjà, vous voyez qu'à la date du 12 janvier 2011, c'est la police qui était encore sur le terrain. La police y est arrivée le 11 et la police n'est repartie que le 21 février. De deux, dans les informations qu'il donne, ici, il nous dit les FANCI prennent le contrôle des opérations avec en appui la police et la gendarmerie. Mais on ne manœuvre pas comme ça. Hein? Vous voyez l'armée derrière et c'est la police et la gendarmerie qui soutiennent l'armée. C'est une aberration. Bien au contraire, dans la catégorisation des forces, si on doit apporter un soutien, les forces de première et de deuxième catégorie sont devant, et l'armée qui est une force plus robuste avec des moyens plus lourds, où l'élongation est grande, l'armée soutient la police. Donc les informations qu'il donne ici sont erronées, ce n'est pas un document sérieux. Voilà, c'est ce que je vais dire, Monsieur le Président. Voilà. So you have never seen it? Le juge président, donc vous ne l'avez jamais vu? And do you know... Le juge président. Et vous connaissez la personne qui l'a signé? Okay, thank you very much. Très bien, merci beaucoup. Je redonne la parole au procureur. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous pouvez le laisser de côté, on va le reprendre. Alors, j'aimerais qu'on revienne au cadre juridique. Et je voudrais au moment des opérations, soit celle du 23 février ou soit celle du 25 février, en quel cadre juridique vous trouvez-vous? Les forces étaient requises. Donc nous agissions sous réquisition. S'il n'y avait pas de réquisition, moi, je n'allais jamais déployer l'armée. Donc nous étions requis. Quel décret s'applique à ce moment-là?
Alors, je n'ai pas le numéro du décret, mais c'est une réquisition qui a été prise par décret présidentiel, par le président de la République, pour nous demander d'intervenir dans tout Abidjan. Et ce décret fait référence à quel décret antérieur pour encadrer cette réquisition? De manière, il y a le décret nous intimant de travailler avec nos frères des Forces Nouvelles, le décret 2007, du 14 mars 2007, instituant le CCI. Là-dedans, c'est mis que nous devons faire la sécurisation du processus. Donc, le décret de réquisition vient renforcer encore ce décret. Voilà. Parce que la sécurisation du processus électoral, comme je l'ai souligné, ça part de la campagne électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Maintenant, nous avons reçu ce décret qui nous demande de nous déployer dans tout Abidjan, donc ça ne fait que renforcer. Alors, je vais vous poser la question suivante. Êtes-vous familier avec le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre? Et si on pouvait appeler le document CIV D15-0001-6219. Et c'est à l'onglet 50. Si je ne me trompe pas, et nous avons une copie papier. Et sur notre copie, il y a la copie telle que nous l'avons obtenue. Il y a un surligné sur le titre du décret, tel que mes collègues peuvent le voir lorsqu'ils impriment ou s'ils regardent dans e-court en ce moment. Alors, Madame le huissier, si on pourrait mettre une copie au témoin, merci. Alors, je vais vous demander de regarder la copie papier. Non, ça va, c'est public. Prenez le temps de vous familiariser avec le document. Can I make an unusual request? Monsieur McDonald, puis-je faire une demande un peu inhabituelle, j'en conviens? Parce que, bon, je regarde l'heure qui passe, il nous reste 25 minutes, et c'est vrai que c'est un long document. Si le document doit le lire ici, alors que nous sommes en audience, une des propositions qu'on pourrait faire, c'est de suspendre l'audience maintenant et de reprendre demain. Donc, le juge président, vous proposez qu'il le lise ce soir et qu'on se retrouve demain. Monsieur McDonald, en effet, donc on suspend l'audience.
Le juge président, non, la deuxième option, c'est qu'on continue, il le lit ce soir et on revient là-dessus demain. Bon, je vais poser mes questions sans que le témoin ait fini de... Monsieur Mangou, je vais interrompre votre lecture. Oui. Vous avez déjà vu ce document? Non, jamais. 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 Alors, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que j'aimerais qu'on retire le document qui est devant nous et j'aimerais qu'on ramène le décret du 14 novembre 2010. Alors, si vous me permettez un instant, je vais vous redonner l'ERN. So, Il s'agit du document CIVOTP 0001A. 0047 et nous l'avons à l'onglet 86. more specifically, Et alors, de manière plus précise, je peux vous dire que je crois que je voudrais la page 48. si on pouvait aller à la page 0048. Si on pouvait mettre l'emphase sur le décret 2010-306 à droite qu'on a vu. Can we just bring it down, please? Monsieur McDonald, pouvez-vous descendre encore et encore et encore? Merci. Auquel vous venez de faire référence, la CCI. Fancy sont réquisitionnés et on voit qu'il fait référence aussi au décret de 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si vous avez déjà vu ce décret. Non, je n'ai pas vu ce décret. Je n'ai pas vu ce décret. Donc, M. Mangou, vous n'avez jamais vu le décret de 1967? Non. D'accord. Quelles étaient donc les règles applicables lorsque l'armée est réquisitionnée et qu'il n'y a pas de déclaration de guerre? Il n'y a pas de déclaration de zone de guerre. Alors, quelles sont les règles que vous deviez respecter selon les lois applicables en Côte d'Ivoire à l'époque? Alors, ce décret, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, parce qu'il est quand même, il a été pris depuis 1967, c'est-à-dire à l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où le contexte est tout autre. Le président Houphouët voulait d'une petite armée, bien équipée, bien entraînée. Et ici, il est fait référence au maintien de l'ordre. Au maintien de l'ordre. Et il y a bien une partie qui parle des autorités militaires. Or, nous, ce que nous avons appris, l'armée n'est pas là pour maintenir l'ordre. Le plan de maintien de l'ordre est de la compétence des forces de première et deuxième catégorie. Mais quand une réquisition est remise,
on se doit de prêter main forte à ces forces-là. Donc nous avons reçu du président de la République une réquisition. Monsieur Mangou, la réquisition, donc il y en a une le 14 novembre, vous en placez une seconde le 5 janvier Oui. 2011. Oui. Cette réquisition du 5 janvier 2011 est restée en vigueur jusqu'à quelle date? A-t-elle été révoquée, en d'autres mots, à quelque moment que ce soit, durant la crise? Elle a été prise pour nous permettre de faire la sécurisation d'Abidjan et faire face aux problèmes qui se posaient à Abobo. Donc, quand a-t-elle pris fin, la réquisition du 5 janvier 2011? Dès l'instant où nous n'avons pas accompli la mission et qu'on a retiré nos troupes, la réquisition a pris fin. C'est à quelle date? Alors, les troupes ont été retirées le 20 mars 2011. Donc, que ce soit le 20 mars, que ce soit le 28 mars, que ce soit en avril, la réquisition pour vous jusqu'au 20 mars était toujours effective. Oui, alors je le dis ainsi parce que quand une réquisition est prise, on vous donne l'objet pour lequel la réquisition est prise, mais dès l'instant où vous avez fini cette mission, vous estimez que la réquisition est prise. Alors, toujours sur la question du décret de 1967 et la situation juridique dans laquelle on se trouvait, je demanderais est-ce qu'on amène, qu'on appelle la vidéo CIV OTP 0061 0567. Il y a également un transcrit correspondant, le CIV OTP 0094 0349. C'est de la minute 00 à la minute 2:50. J'ai une copie du transcrit pour l'interprétation, si jamais il n'y en a pas, et l'onglet 360. L'onglet 360. C'est un document de 2 pages, une page pour le texte. Le transcrit, pardon, c'est pas l'onglet, c'est la vidéo, OK? 566, l'onglet 566 pour le transcrit. Let's bring it up, otherwise we... Le juge président. Très bien. Commençons déjà, lançons-le parce que sinon on perd beaucoup de temps. Can I give the hard copy of the transcript? Thank you. Peut-on lui donner une copie papier de cette retranscription, je vous prie? The hard copy is arriving. Les versions imprimées vous arrivent. Ready? Okay, let's go. Satisfaire votre besoin en... Par tout temps, retrouvez la météo avec Orange, leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20 heures. Je vous donne lecture d'un décret numéro 2011-81 du 11 mars 2011 portant institution d'un couvre-feu dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces armées nationales, vu la loi numéro 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la défense et des Forces armées nationales, vu le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des Forces armées au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 6 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2011-61 du 23 février 2011 portant attribution des membres du gouvernement, vu l'urgence décrète. Article 1er, un couvre-feu est institué dans les communes d'Abobo et d'Anyama du vendredi 11 mars 2011 au jeudi 17 mars 2011 comme suit de 21h00 à 6h00. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Article 3. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et du Service civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 11 mars 2011. La 265e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union. Arrêter. Alors, première question par rapport à cet extrait. L'avez-vous déjà vu, cet extrait, cette lecture de ce décret portant couvre-feu? Oui. Alors, est-il fait référence à quelconque réquisition du 14 novembre 2010 ou 5 janvier 2011? Bon, là, c'est un communiqué informant la population de ce qu'un couvre-feu va avoir lieu. Et les articles qui ont été cités, c'est le préambule. C'est comme ça que fait la confection d'un communiqué pour décréter un couvre-feu. Ce sont des préambules, on a pris les préambules, mais souvent on les choisit comme ça en fonction de certains textes, certaines activités qui s'y sont passées. Sinon là, il s'agit d'annoncer un couvre-feu. Très bien. Donc, vous avez eu cette rencontre le 5 janvier. J'aimerais vous montrer une autre vidéo. Permettez-moi juste un petit instant, je veux m'assurer.
I'm sorry, Your Honor, just a second, we're trying. Monsieur McDonnell, je suis désolée, Monsieur le Président. Juste un petit instant, je voudrais vérifier quelque chose. Alors, sorry, I'll speak in English. Je vais m'exprimer en anglais. J'aimerais que l'on puisse montrer la retranscription suivante. CIVOTP 0087 0644 et la vidéo qui y est associée, qui y est liée. C'est à l'onglet 530 pour les interprètes, précise la greffière d'audience. And the video is CIV OTP. Et la vidéo, c'est CIVOTP 0074 74 0079 à l'onglet 465. Nous allons jouer cette vidéo à partir de la minute 25:36 à 28:30. Il s'agit d'un message du 18 février 2011. Monsieur McDonnell, est-ce que les interprètes ont l'exemplaire? Ils ont confirmé qu'ils avaient ce texte. Monsieur McDonnell, parfait. Mais la greffière d'audience, c'est pour votre information, nous sommes en train de charger la vidéo sur notre système. While we're sorting this out, Your Honor. Monsieur McDonnell, alors qu'on est en train d'attendre pour que ceci se règle, je voudrais vous dire qu'il a été impossible pour le bureau du procureur, quelques vidéos que ce soit au départ de notre banc ici dans le prétoire. Alors nous en sommes absolument désolés, d'autant que cela influence sur les questions et la présentation de ces questions. Si nous pouvions y apporter solution d'ici demain, ce serait souhaitable parce qu'il est difficile d'avoir un flux continu. Je sais que l'équipe technique essaie de trouver une solution à ce problème. Le juge président, je peux vous assurer qu'ils vont y travailler toute la nuit s'il le faut. Monsieur McDonnell, surtout puisque nous sommes ici depuis 18 mois, le juge président, cela fait 2 ans que nous sommes dans
cette salle d'audience. Le micro de M. McDonald n'est pas branché. Can I propose Le juge président. Nous sommes 10 secondes au-delà. Ça commence à 25-46, mais il nous faut 25-36 en fait. La greffière d'audience. Le problème que nous avons, c'est que le tout s'est planté au niveau du bureau du greffe et donc je n'arrive pas à reculer ou avancer sur cet enregistrement. Le juge président, c'est absolument frustrant. Nous n'arrêtons pas d'avoir des problèmes techniques. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je vois qu'il est bientôt 16 heures. Puis-je recommander le juge président? Nous arrêtons. Nous arrêtons ici même nos travaux. Il faut que ce problème soit solutionné. Donc nous levons l'audience pour aujourd'hui et on se retrouvera demain matin à 9h30 pour notre troisième journée de questions. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Mangou. Nous levons l'audience et on se retrouve demain 9h30.